Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour votre fidélité à la Voix Sainte Télévision, la VS TV. L'année 2017 a été riche en actualité, aussi bien en Afrique que dans le monde. Et pour ce numéro bilan de notre émission Regard sur l'actualité, que j'aurai le plaisir de présenter, nous avons retenu 3 événements. Au menu, la question de l'immigration clandestine, véritable drame pour bon nombre d'Africains, la victoire des indépendantistes au régional en Catalogne, la décision de Donald Trump du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, une décision diversement appréciée à travers le monde. Enfin, les éléphants de Côte d'Ivoire tenus en échec par les lions de l'Atlas du Maroc pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Score 2-0. De tous ces sujets, nous parlerons avec l'équipe de la rédaction. Bonjour à tous. Bonjour. L'immigration clandestine devenue un piège pour bon nombre d'Africains candidats à l'aventure qui périssent au large des côtes libyennes devant l'impuissance de la communauté internationale. Et face à ce drame et pour sensibiliser l'opinion internationale sur ce phénomène, un colloque sur l'immigration clandestine a eu lieu le 16 novembre 2017 à Abidjan. Reportage. L'immigration dans toutes ses implications. Tel était le thème central du colloque international qui s'est tenu à Abidjan à l'initiative du cabinet PKD World. La structure organisatrice a coopté 10 spécialistes, experts et consultants, parmi lesquels le prophète Ablegui, le PDG du groupe La Rédemption, M. Iné Moustapha, directeur général de l'Office national de la population, Dr Gioma Alzazour Milod de l'ambassade de Libye. Tour à tour, les panélistes ont décrypté la thématique qui leur a été proposée. Il ressort de leur intervention que l'immigration clandestine a pour cause fondamentale l'échec des politiques d'insertion des jeunes, le manque d'information et de formation sur l'entrepreneuriat. Pour les panélistes, la quête de meilleures conditions de vie, la volonté de soutenir leur famille restée au pays, leur désir d'être la fierté de leur famille sont entre autres des causes endogènes de cette fuite de la jeunesse vers d'autres horizons. Comme solution contre l'immigration illégale, les panélistes ont proposé des pistes, à savoir échanger avec les potentiels candidats à l'immigration clandestine, faire des campagnes de sensibilisation pour avertir et décourager ceux qui veulent immigrer sur les dangers qu'ils encourent. Aussi, ont-ils préconisé des politiques de développement dans les pays concernés par ce phénomène. Par ailleurs, le colloque a enregistré le témoignage poignant d'un ancien immigrant qui a raconté ce qu'il a vécu. Il a aussi exprimé ses regrets d'avoir dépensé de l'argent pour une aventure qui n'en valait pas la peine, alors qu'il pouvait l'utiliser pour entreprendre. Notons que ce colloque est une initiative de la structure PKD World, un réseau de cabinets en interrelation dirigé par Maître Pierre Kofi Djemis, pour qui il faut bien agir maintenant et ensemble contre l'immigration illégale. Jean-Jacques Denis, bonjour. Bonjour. Nous le disions à l'instant, l'immigration clandestine se transforme en un piège pour les jeunes Africains, voire même un drame humain. On le sait, les causes sont nombreuses. Peut-on en énumérer quelques-unes? Bonjour Ivo, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la Voix Sainte Télévision. Effectivement, pour l'essentiel, en ce qui concerne l'immigration clandestine, les causes sont d'ordre économique. La recherche d'un mieux-être, l'aspiration à de meilleures conditions de vie, l'obtention d'un travail bien rémunéré. Donc, sans doute, ils aspirent tous à un futur, voire un avenir meilleur. Et alors, en général, on peut donc dire que les causes de cette immigration clandestine des jeunes africains vers l'Europe et d'ordre économique. Alors, comment mettre fin à ce phénomène qui s'apparente au désespoir pour les jeunes Africains en quête d'Eldorado? Pour lutter efficacement, alors nous avons quelques propositions de solutions. Pour lutter efficacement contre cette immigration clandestine, il faut d'abord une prise de conscience collective. C'est important, une prise de conscience collective dans chaque pays africain. Et le gouvernement africain doit créer et donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes. Alors, comment donner les opportunités aux jeunes? Il faut élargir la plateforme d'emploi pour les jeunes, ce qui se fait déjà en Côte d'Ivoire avec la création d'agences de formation et d'emploi en faveur des jeunes. Il faut aussi inciter et encourager les jeunes diplômés à créer leur propre entreprise en les appuyant financièrement. Il ne faut pas aussi oublier un point essentiel, c'est l'insertion des jeunes déscolarisés.
Et enfin, il faut améliorer la gouvernance, c'est-à-dire l'accessibilité de tous aux opportunités, aux conditions de vie dans leur pays respectifs. Voilà donc en notre sens ce qui est possible de faire dans l'immédiat. Jean-Jacques Denis, merci à vous. Merci. Okay. Ils ont cru jusqu'au bout en leur idéal d'indépendance. Ils ont même organisé des consultations populaires, notamment un référendum puis un vote de l'acte d'indépendance, en dépit des menaces et des mesures répressives adoptées par Madrid. La Catalogne, sous la conduite du parti de Carles Puigdemont, vient de remporter les élections régionales du 21 décembre 2017. Reportage. La victoire des indépendantistes catalans à l'issue des élections régionales qui se sont tenues ce jeudi. Un scrutin marqué par une participation record avec plus d'1,1 million électeurs qui se sont rendus aux urnes. Ciudadans, l'émanation catalane du parti unioniste de centre-droit Ciudadanos, est arrivé en tête en remportant 37 sièges à l'Assemblée régionale. Mais grâce au jeu des alliances, ce sont les indépendantistes qui remportent la majorité absolue. 68 sièges sur 135 leur aurait suffi, ils en ont décroché 70. Junts per Catalunya, le parti de l'ex-président catalan destitué Carles Puigdemont, est crédité de 34 sièges. Le RC, Esquerra Republicana, en obtient 32. Enfin, les anticapitalistes de la CUP remportent de leur côté 4 sièges. Martial Kouassi, que retenir de cette victoire des indépendantistes pour un scrutin voulu et organisé par Madrid? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu démocratique a bien fonctionné. L'Espagne s'est bien illustrée en tant qu'une nation forte de par sa culture démocratique. En effet, en perdant le plébiscite recherché, Madrid a laissé la voix des urnes s'exprimer librement. Parallèlement, le chef des indépendantistes, Carles Puigdemont, et le peuple catalan dans son ensemble ont donné une très belle leçon de civisme et de démocratie au monde. Ainsi, cette victoire, pour ma part, elle marque significativement le retour de Carles Puigdemont sur le devant de la scène, mais plus encore, le retour de l'influence catalane au sein de l'exécutif espagnol. Alors, que va faire à présent le gouvernement espagnol? Y a-t-il une alternative à la montée des indépendantistes? En effet, le gouvernement espagnol devra désormais privilégier la carte de la démocratie et du dialogue. Et pour ce faire, Madrid devra prendre l'initiative des négociations avec les indépendantistes et les autorités catalanes qui, dès les premières heures de la crise, ont affiché leur ferme volonté d'entrer en pourparlers avec le gouvernement de Mariano Rajoy. Réhabiliter notamment Carles Puigdemont, mais bien plus encore, favoriser son retour en Espagne serait un geste fort de réconciliation de la part de Madrid. Et pour terminer, c'est d'autant plus une volonté manifeste de la monarchie espagnole exprimée à travers le message du roi d'Espagne, Philippe, qui a appelé d'ailleurs à la reprise du dialogue et de l'apaisement. Enfin, cette reprise de dialogue avec les indépendantistes catalans doit être perçue par la sphère politique mondiale, voire européenne en général et espagnole en particulier, comme un frein à la montée des extrémismes. Merci à vous, Martial Kouassi, une actualité que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt en 2018. Bien entendu. Contre toute attente et à la surprise générale, Donald Trump annonce le 6 décembre dernier le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, ce qui de facto explique la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale exclusive d'Israël, une décision diversement appréciée. Reportage. La bannière étoilée mise à feu en plein cœur de Ramallah. Ces Palestiniens ne décolèrent pas après l'annonce de Donald Trump de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem. Car à leurs yeux, c'est bien de leur capitale dont il s'agit. On est frustré, déprimé, en colère. Vraiment plein de colère face à cette injustice et ce que fait le président Trump. Je pense qu'il va y avoir une mobilisation populaire contre cette décision. Tout le monde est en colère et ça va mener à plus de violence. Ils sont une petite centaine, bien décidés à faire entendre leur voix et à répondre à Donald Trump. Dans son discours, le président américain a vanté sa nouvelle approche et promis de tout faire pour parvenir à la paix. Un message qui ne passe pas chez les Palestiniens.
C'est le pire moyen de parvenir à la paix. Nous avons des droits à Jérusalem, les Juifs aussi, mais nous avons besoin que nos droits soient respectés. Le parrain des négociations de paix entre les Israéliens et les Palestiniens met un terme à tout ça aujourd'hui. Donc il doit assumer la responsabilité de tout ce qui va se passer dans la rue. Les Palestiniens n'accepteront pas cette décision. Nous avons le droit de nous battre pour Jérusalem. Retour sur ce plateau. Nadia, vous avez suivi pour nous cette décision du président américain. Pourquoi cette reconnaissance par Donald Trump pose-t-elle problème? Bonjour Ibo, bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors vous l'avez dit, depuis près de 3 semaines, précisément le 6 décembre 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, a reconnu officiellement Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Alors cette reconnaissance pose problème dans la mesure où elle est une décision qui relance en fait le conflit qui a toujours existé entre les Israéliens et les Palestiniens. Bien sûr. Alors, quelles implications de l'annonce de Donald Trump? Donald Trump essaie ainsi d'accéder à une volonté secrète des Israéliens, mais en même temps, il se met en conflit contre plusieurs États qui, eux, sont contre cette décision. Il prône plutôt que ce soit une décision revue, que les deux parties puissent avoir le même privilège. Une solution donc à deux États. Exactement. Et nous n'oublierons pas surtout une décision qui donc se ressort a été souhaitée lors de sa campagne. Lors de sa campagne. Une promesse donc de campagne. Et on termine par là. Le processus de paix est-il menacé? Bien entendu, le processus de paix est menacé dans la mesure où les États-Unis, depuis maintenant 4 décennies, ont servi de médiateurs entre les deux États, c'est-à-dire entre les Israéliens et les Palestiniens. Aujourd'hui, on voit Donald Trump en tant que président des États-Unis qui soutient quasiment les Israéliens. Donc c'est sûr qu'en face, on aura des Palestiniens révoltés. Ainsi, le processus de paix est bel et bien menacé. Nadia Eounoud, merci. C'est moi. C'était sans compter avec la détermination des lions de l'Atlas et leur rage de vaincre. Le 11 marocain sous la conduite d'Hervé Renard a tenu en échec les éléphants de Côte d'Ivoire. 2-0, un score sans appel. La Côte d'Ivoire n'ira donc pas en Russie en 2018. Reportage. Après la génération dorée qui comptait dans ses rangs de grands noms tels que les frères Kolo et Yaya Touré, Didier Drogba ou encore Bakary Koné Dibaki, la Côte d'Ivoire semble être dans le dur. En effet, après son élimination aux portes du Mondial 2018 par le Maroc, le samedi 11 novembre 2017 au stade Félix Houphouët-Boigny, le bilan est tragique. 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites en 10 rencontres. Lors de ces différentes prestations, durant les éliminatoires du Mondial 2018, la Côte d'Ivoire avait un jeu approximatif et pâle. Aucune véritable lecture de jeu, aucun fond de jeu, bref, les éléphants jouent à l'emporte-pièce. Ajoutons aussi une équipe inexpérimentée et méconnaissable, incapable de mettre du rythme dans le jeu, et surtout plombée par les choix de Marc Willimot à la limite du bricolage. Certains évoqueraient que les raisons de cet échec seraient aussi dues à la mauvaise gouvernance de Sidi Diallo, le président de la FIFA. Il aurait mis de côté de fortes personnalités du football ivoirien telles que Jacques Anouma, maître Roger Ognien et plusieurs ex-gloires du ballon rond ivoirien à l'instar d'Alain Guaméné et d'Abdoulaye Traoré. Des personnes qui pouvaient apporter leur pierre à l'édifice du football ivoirien et qui ont fait leurs preuves. Pour certains en tant que joueurs et pour d'autres en tant que dirigeants de la FIFA. La Côte d'Ivoire qui, bien qu'elle ait remporté la CAN en 2015 avec son bourreau Hervé Renard, a toujours subi des critiques suite à son style de jeu peu convaincant et ses largesses défensives. Si de nombreux entraîneurs se sont succédés après le départ de Didier Drogba, il faut dire qu'à son époque, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient une machine à succès. La preuve, 3 participations d'affilée à une Coupe du Monde, 2 fois vice-championne d'Afrique en 2006 et en 2012. Première nation africaine de football, une équipe de rêve et qui était dans le top 20 des meilleures nations de football dans le monde à une certaine période. Faudrait-il ressusciter cette génération dorée, prendre un sélectionneur ivoirien au lieu de dépenser des fortunes pour avoir les services d'entraîneurs étrangers ou compter sur nos joueurs locaux vu que ceux qui évoluent à l'étranger n'y arrivent pas? La question reste posée. En série du service sport et sur ce plateau, c'est un score sans appel, 2-0. Ce qui se passe de commentaires. Quelles leçons tirées de cette défaite? Alors, aborder les raisons de cet échec serait pour nous de revenir au problème fondamental du football ivoirien. Pourquoi je le dis? La Côte d'Ivoire traîne de nombreux problèmes depuis des années qui réjaillissent aujourd'hui sur
sur le sport ivoirien. Depuis l'époque Cyril Domoro jusqu'au temps d'Éric Bailly, la Côte d'Ivoire manque de fond et de style de jeu. Prenons l'Italie, elle est réputée pour avoir une défense de fer. Pareil pour les équipes maghrébines. Or, pour la Côte d'Ivoire, c'est du débrouille-toi, donne-moi le ballon et marque. Ça s'est ressenti même pendant le match contre le Maroc où Serge Aurier, Zaha sont obligés d'entamer des actions individuelles pour sauver la face de la Côte d'Ivoire. C'est inadmissible. Autre problème, le changement d'entraîneur et le choix de l'entraîneur axé sur l'européen. Depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a remporté qu'un seul trophée en 10 ans. C'est criant. Alors qu'avec Zawi ou Yeo Martial, c'est encourageant. Une coupe en 1992 et une finale en 2013 et qui a vu une Côte d'Ivoire qui n'a pas encaissé le moins de buts en 7 rencontres. Autre raison pour terminer aussi, c'est la politisation du football ivoirien et une mauvaise formation de nos joueurs. Alors un lot de consolation tout de même pour la Côte d'Ivoire, l'organisation de la CAN 2021, le retour annoncé de Yaya Touré, de bonnes perspectives selon vous? C'est de bon augure, mais comme solution, il faut revenir à la formation de nos joueurs, former nos entraîneurs, valoriser notre championnat en appelant les ex-gloires du ballon ivoirien à investir dans le football comme Drogba l'a fait et aussi inciter nos médias à faire la promotion du sport en général et laisser la politique aux politiques et le football aux footballeurs. Bien sûr, avec vous, merci Ange Seri, bonne année sportive 2018. Madame, Monsieur, ainsi s'achève cette émission bilan de regard sur l'actualité. J'ai eu beaucoup de plaisir à être chez vous. Toute l'équipe de la rédaction sous la supervision d'Alain Boisbré et l'équipe technique conduite par Léonard Kakou vous souhaite de joyeuses fêtes et une sainte année 2018. Shalom.